Les Iraniens ont menacé le porte-avions américain Lincoln. Ils ont envoyé un drone Shahed. Les F-35 américains ont engagé le combat immédiatement. Ils ont abattu le drone. C'est un premier affrontement direct, peut-être un premier engrenage. Et puis, c'est ce déploiement américain de grande importance. On va voir les avions, les nouveaux avions qui arrivent sur place, les rotations qui se sont accélérées. Le Boeing C-17 Globemaster, plusieurs rotations. On les suit sur Flight Radar. On affichera aussi dans le cours de l'émission ces avions qui font des allers-retours accélérés entre l'Allemagne et Bahreïn, entre l'Allemagne et l'Arabie Saoudite, entre l'Allemagne et la Jordanie. Alain Bauer, qu'est-ce qu'ils ont encore à amener? Ils ont, je crois, 150 avions dans la région, d'État, des patriotes, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore à amener? Il y a plusieurs milliers de soldats qu'il faut nourrir, alimenter, ravitailler en carburant, en pétrole, en équipement, en nourriture. Et puis, il y a une évolution dans les armes déployées. On était dans une première armada dont on ne savait pas très bien si c'était un blocus ou une démonstration. Ensuite sont arrivés les THAAD, des missiles extrêmement performants de très haute altitude à la demande des Qataris, des Saoudiens et probablement des Israéliens. Il semble qu'il y ait un débat, et comme vous le dites, la base de Chagos, dite Diego Garcia, qui fait l'objet aussi d'une grande contestation américaine, puisque les Anglais viennent de la rétrocéder à l'île Maurice, je crois. Il n'y a pas que Groenland dans la vie. Alors que les Américains disent pas du tout, vous ne pouvez pas la rétrocéder, la base c'est à nous comme tu l'es au Groenland. Donc il y a aussi un petit élément qu'on n'a pas encore intégré sur le fait qu'un beau matin, Donald Trump dit ça c'est à moi. Et il faut me refaire un peu ce qui se passe à Chypre. La masse, extraterritorialité. La masse, pardon de vous couper, je l'apprends à l'instant, la rédaction suit en temps réel les déplacements. On en est à 110 déplacements, 110 vols de ces avions C-17 entre l'Allemagne et le Proche-Orient. Donc là, il y a une accélération incroyable. Oui, mais c'est l'illustration qu'on est prêt à faire des opérations de guerre, j'allais dire des petites opérations de guerre depuis des décennies. C'est ce qu'on fait. Mais on n'est pas prêt à faire la guerre. Tout ça, on dépend des Américains dans la logistique aujourd'hui. Donc, si le grand frère s'en va et part du côté du Pacifique et nous abandonne, on fait comment? Donc, le roi est nu. Maintenant, il faut accélérer. Et c'est pas par des petites augmentations de crédit, d'un budget d'ailleurs, qui ne nous est plus pratiquement pas donné à chaque fois par des entourloupes de Bercy. Donc là, il faut passer vraiment à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon général? Regardez la carte, parce que l'héritage du général de Gaulle qui est tellement sidérant, quand on regarde la carte des bases américaines en Europe, il suffit d'avoir cette carte sous les yeux pour constater qu'il y a une différence française, elle est spectaculaire. Certains sur les réseaux sociaux, ça m'amusait, disaient on dirait presque que la France est encerclée, comme si les Américains avaient même pensé, on s'est vu l'exprimer. En tout cas, ils sont là, en Italie. Parce qu'on ne voit plus les cartes des Américains avant que le général de Gaulle explique nous sommes soit une alliance de vassaux, et je n'en serai pas, 1958, lettre à Eisenhower et Macmillan, soit nous sommes une alliance d'alliés, et il va falloir le reconsidérer. L'année d'après, on part du commandement intégré, les bases américaines ferment, il y en avait énormément en France, des bases de Gaulle les a vidées. Oui, et ils sont partis, et donc ils sont autour, puisque le chef a quitté Paris, le commandement intégré pour aller à Bruxelles. Mais mon général, cette carte est très intéressante. C'est cette situation qui a fait que nous avons désarmé en Europe, parce que nous avions le parapluie américain. Sauf que le parapluie est en train de se refermer et que nous voilà sous la pluie. C'est très désagréable. Et le constat est brutal. Moi, j'ai vu les évolutions des états d'esprit des dirigeants européens et singulièrement français depuis quelques mois. Le réveil est brutal. Mais moi, j'ai eu ce désaccord avec le président en 2017 précisément pour ça, parce que ce n'est pas une surprise stratégique tout ça. On l'a quand même senti venir. Et vous le savez bien, diriger, ce n'est pas simplement gérer le quotidien, c'est d'abord anticiper, voir loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus s'il fallait vraiment si on emploie un mot un peu fort, se décoloniser des Américains? Vous parliez tout à l'heure des cartes de crédit, les visas, les Mastercard, etc. Vous, du point de vue militaire, si on fallait se décoloniser complètement? Écoutez, il faut commencer par réarmer les forces conventionnelles françaises et ensuite, avec notre BITD qui est la plus grande en Europe, la meilleure, essayer de tirer une meilleure coopération industrielle européenne avec la préférence européenne et puis tirer les pays européens vers ce réarmement. Petit à petit, en les écartant de la pression américaine qui a lieu par l'OTAN interposée. Attendez, vous allez voir la première ministre danoise, elle est très sympathique, on l'aime bien, etc. Dans certains domaines, elle n'est pas facile en affaires. Elle achète des F-35. Elle se fait humilier, piétiner par Trump, elle achète quand même des F-35. Vous allez lui dire quoi? Oui, sauf que ce qui vient de se passer là, depuis quelques mois, quand même, a réveillé un peu les Européens en se disant « et si nous devenions tout seuls? Si les Américains devenaient un partenaire adversaire ?» Donc,
Aujourd'hui, quand même, les choses évoluent. La question, c'est est-ce que c'est trop tard? Parce que c'est toujours comme ça, l'étrange défaite. Et 1870, 1914, 1939, le contexte était assez similaire finalement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Un endettement massif, une incapacité de réarmer. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que ça ne sera pas trop tard? Surtout que, très franchement, on est là pour se dire la vérité. Aujourd'hui, l'économie de guerre, le président en a parlé il y a 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Rien, les procédures sont toujours aussi lourdes, la bureaucratie est toujours aussi importante et les délais sont toujours aussi longs. Allez, un peu de provocation. Restons sur les images américaines pour que je vous pose cette question-là, mais qu'est-ce que vous répondez l'un et l'autre aux pro-américains? On les entend aussi, qui disent au fond, il y a une telle puissance de leur côté. Eux peuvent être les gendarmes du monde, il vaut mieux être sous cet empire-là plutôt que sous un autre, et au fond... oui, c'est peut-être les Danois, les Allemands, les Italiens qui ont raison, parce qu'ils n'essaient pas de jouer à la grande puissance qu'ils ne sont pas. Ils savent qu'ils ont besoin des Américains, et voilà. Les Américains, ils ont déjà dit qu'ils ne voulaient plus être ça, il faut les lire. Trump écrit depuis 1987 la même chose. Contre le Japon, puis en disant à l'Amérique qu'il veut, une Amérique fermée, une Amérique qui ne veut pas être le gendarme du monde. La stratégie nationale de sécurité américaine, qui vient d'être publiée, la stratégie nationale de défense, qui reprend la stratégie, dit on n'en a plus rien à battre. Ouais. Les questions morales, on s'en fout. Les questions démocratiques, on s'en fout. Notre sujet, c'est notre hémisphère. L'Indo-Pacifique, c'est pas Donald Trump, c'est Barack Obama. Regardez les B2. Qui va remplacer les Américains pour aller frapper les installations nucléaires si on veut les empêcher d'avoir la bombe? Qui? Écoutez, il faut revenir. Nous, on ne le fera pas. De toute façon, on ne veut pas bombarder l'Iran. On ne veut pas. Donc on les laisse avoir la bombe? Non, on laisse les Américains régler le problème des Iraniens parce qu'ils ont décidé, de signer l'accord, puis de ne plus signer l'accord, puis de ne pas bombarder, puis de bombarder, puis dire qu'ils vont négocier. C'est un peu hypocrite quand même. On dit, regarde les Américains, on veut être indépendants d'eux, mais c'est eux qui font le travail et pas nous. Pourquoi? Mais écoutez, il faut revenir à l'esprit gaullien. Moi, je pense que c'était la vérité. L'indépendance nationale, c'est l'honneur de la France d'avoir continué la dissuasion nucléaire intégralement indépendante et reconstruire le deuxième pilier qui a été laminé depuis des décennies par myopie collective ou somnambulisme, le pilier des forces conventionnelles. Et ensuite, assurer des coopérations, comme on le fait pour la force des volontaires, avec une nation cadre et des pays donateurs. C'est ça qui fonctionne. Et c'est comme ça que l'Europe, petit à petit, recommencera à peser. C'est ça la vision. Revenons au terrain. Dans le général de Gaulle disait, en nommant le général Ayret à la tête des forces, qu'une puissante force de dissuasion nucléaire ne pouvait être fonctionnelle qu'avec une puissante armée conventionnelle. Ce n'est pas une nouveauté. C'est le retour aux fondamentaux de ce qu'est justement la dissuasion nucléaire et la souveraineté nationale. Mais la situation actuelle est une opportunité de sursaut pour la France et pour l'Europe. Mais il faut arrêter de réfléchir. Maintenant, il faut que la technostructure obéissent et ouvrent les yeux une bonne fois pour toutes, le fameux état profond. Ouais, vous avez une dent contre eux, vous avez dit Bercy, la technostructure. Oui, parce que finalement, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Le roi est nu, on est désarmé et on est dans un monde où à tout moment, une étincelle peut déclencher un conflit, une guerre dans laquelle nous serions impliqués, voire attaqués, parce que les faibles, ils sont attaqués par les forts. Et eux, c'est qui les responsables ? Il n'y a jamais de responsable dans cette situation. Dans l'état de la France actuelle, il n'y a jamais de responsable. C'est ce que j'entends partout par les citoyens que je rencontre. Revenons au terrain proprement dit avec ce qui se passe maintenant sous nos yeux. Vous parliez de la base de Diego Garcia. Des images satellites montrent plusieurs nouveaux avions militaires sur cette base navale de Diego Garcia. Elle est en plein océan Indien. On peut jouer avec la carte pour voir où elle est. C'est très très loin. C'est très loin de tout. C'est perdu. Comment ? C'est à côté de l'île Maurice. Voilà, donc je ne sais pas si pour les vacances, c'est peut-être un peu plus plaisant d'aller sur l'île Maurice que sur l'île de Diego Garcia, à mon avis. Mais enfin, moi, je ne suis jamais allé ni sur l'une ni sur l'autre. Mais quoi qu'il en soit, dites-nous pourquoi cette île est si décisive pour les Américains s'ils veulent frapper en Iran. D'abord parce qu'elle permet le ravitaillement, le prépositionnement. Vous savez, les porte-avions, c'est bien, mais ça ne porte pas tous les types d'avions, notamment les B1, B2, qui sont des outils de bombardement beaucoup plus massifs. Là, vous avez des chasseurs bombardiers, des outils de renseignement et de surveillance, mais le très lourd et très compliqué ne se pose pas sur le Lincoln. C'est d'ailleurs un très vieux porte-avions, il a plus de 50 ans. Il n'est pas de la toute nouvelle génération.
Les Américains, d'ailleurs, beaucoup de retard sur ces questions. Il faut savoir que sur 11 groupes aéronavals, ils ne peuvent en utiliser que 5 pour l'instant. Il y en a 6 en maintenance, ce qui montre à la fois la déliquescence et le vieillissement aussi. Quand les Américains fabriquent un nouveau porte-avions en 12 ans, les Chinois en fabriquent 2 en 6. Donc c'est pour vous donner l'état de la situation. Mais la base, en fait, c'est un outil de prépositionnement. On peut avoir tout ce qui est très lourd, B-52, B-1, B-2, et s'en servir pour des opérations extrêmement puissantes. Donc la construction de l'outil américain, et c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne construit pas un tel outil juste pour faire des ronds dans l'eau, est telle qu'ils s'attendent probablement à ce qu'une nouvelle provocation les pousse à dire, voyez, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le faire pacifiquement, vous voulez pas, et probablement y a-t-il même à l'intérieur de l'État profond iranien des gens qui ne rêvent que de cela. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais ce qui se passe à l'intérieur du pays avec ces incendies et ces explosions multiples, notamment à Téhéran, c'est quand même probablement le début d'une résistance iranienne. Alors peut-être aidée par les Israéliens et les Américains, ou les Américains, mais c'est assez étrange, et c'est peut-être le début du délitement du pays, c'est-à-dire une forme de contestation sans visage, en quelque sorte, pour éviter les 30 000 morts qu'il y a eu en 2 jours. Je crois qu'ils ont fait une erreur, les dirigeants, parce que massacrer le peuple, ça finit toujours mal. Et un jour ou l'autre, la revanche est là. Et je pense que ces incendies, ces attaques, ces explosions qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi pour ça que les 2 protagonistes attendent et font durer la diplomatie. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur du pays. Ça, c'est vraiment important. On a vu les B2. Trump exerce un chantage colossal sur la République islamique en disant ou vous cédez à mes demandes ou je vais bombarder par mes moyens et en particulier par les B2. Ah là, cette image est folle. C'est le bombardier, donc les bombardiers du passé et du présent, n'est-ce pas ? Bien sûr. Parce que les B-52 sont très très anciens, mais portent un poids et une capacité de bombardement tout à fait considérable. Les autres, c'est plus précis et c'est plus profond. Donc là, c'est des choix tactiques et stratégiques. Et plus furtifs. Et beaucoup. Ah oui, les premiers ne sont pas furtifs. Du tout. Donc là, c'est l'étalage de la force, y compris par les images. Et à l'intérieur du pays, c'est peut-être le début de l'amorce d'une résistance. Et je pense que Trump attend de voir pour peut-être donner l'estocade finale, si nécessaire, pour aider la population à se libérer des tyrans. Général, vous êtes français superlativement. Si vous étiez un général américain, si vous étiez là dans le bureau ovale face à Trump, est-ce que vous lui diriez, président, il faut frapper le nucléaire iranien ? Alors moi, je recommanderais pour le moment une certaine patience, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils ont quand même frappé durement les chefs militaires iraniens. Donc ça pose le problème des cibles. Parce que vous savez, pour frapper, il faut avoir des cibles. Moi, je connais bien ça. Et une cible qui est percée, elle est percée. Si elle a été attaquée, c'est pas la peine, on fera pas mieux. Donc il faut d'autres objectifs. Et d'autres objectifs en relation probablement avec le nucléaire. Donc je pense que les militaires actuellement attendent. Et peut-être que cette armada, qui d'abord est l'expression de la force, sera utilisée in fine quand l'intérieur du pays aura peut-être déstabilisé suffisamment le pouvoir. Moi, en tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais. Mais depuis quelques mois, avec le 2e mandat du président Trump, il est parfaitement prévisible dans sa stratégie, il est totalement imprévisible dans sa tactique et ses déclarations. Donc, il faut rester prudent. Et on voit à quel point le nucléaire est la grande affaire. Les Iraniens qui se disent c'est notre garantie de survie. Kadhafi a été poussé dehors. C'était une erreur d'ailleurs de pousser Kadhafi dehors, d'après vous ? Ah, écoutez, moi je juge le résultat à l'issue. Quand on bombarde et qu'on remplace un dictateur, il faut toujours prévoir le temps d'après. Je l'écris dans mon livre, parce que c'est quand même un enseignement que j'ai vécu de l'intérieur à plusieurs reprises. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Afghanistan, regardez en Afrique, la situation en Afrique. C'est là où je dis que la stratégie, ça gagne les guerres. La tactique, ça gagne les batailles. Ce que vous dites est terrible. Hein. Sur ce plateau, un confrère, Renaud Girard, a provoqué beaucoup de réactions parce qu'il disait il vaut mieux une dictature politique, c'est affreux, mais la guerre civile ou l'anarchie, c'est pire encore. Et il disait
ce qui a suivi Kadhafi est pire que Kadhafi, ce qui a suivi Saddam est pire que Saddam, vous le pensez? Oui, je pense qu'on a manqué de discernement pour préparer la suite des dictateurs que l'on a chassés ou que l'on a voulu chasser. Et l'effet final recherché militaire, c'est toujours essentiel. Qu'est-ce qu'il y a derrière la ligne de crête? Qu'est-ce qu'on fait derrière politiquement? Et on a oublié que c'est ça qui est important.